Chers amis du PP, j'entends vos cris. Je vais parler comme un homme politique. Je vous ai compris. Vous voulez des vidéos, des vidéos, des vidéos. Putain, qu'est-ce que le peuple est dur. Je leur fais des bouquins, je leur fais des conférences, etc. Ils veulent en plus des vidéos. Donnez-leur du pain, ils veulent de la brioche. Allez, je vais quand même vous expliquer un peu mieux. Vous avez été quelques-uns à vous interroger quant à mon silence. Je vais être très clair avec vous. J'ai eu une panne majeure, panne de mon instrument de jardinage favori. Donc ce vieux Transat qui est un modèle tout à fait authentique, construction en bois, bois rainuré, dont la toile avait déjà rendu l'âme une première fois. J'avais remplacé ça par ce sac en jute. Et évidemment, comme c'est une fibre biodégradable, elle a connu le destin que connaissent toutes les substances organiques, digérées petit à petit par les champignons, les bactéries, etc. Elle a fini par rendre l'âme. Donc j'ai sorti cette chinoiserie en matière synthétique qui pour l'instant résiste encore, mais qui évidemment n'a pas la classe de ce vieux Transat. Bon, connerie à part, c'est évidemment pas ça qui m'a empêché de faire des vidéos et de tenir une promesse inconsidérée que j'ai faite il y a quelque temps, de faire des petites chroniques pour que vous puissiez suivre l'évolution du potager du paresseux. Je vais être très franc avec vous. Quand j'ai commencé cette histoire du potager du paresseux, il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, pas une seconde, je n'aurais imaginé que ça allait prendre cette tournure. Et cette année, je suis à la fois extrêmement heureux de constater l'engouement que suscitent les réflexions que je livre. Et donc j'ai été amené à faire un grand nombre de conférences, là où, notamment au mois de mai, où il y a eu un pic d'activité. J'ai été sollicité pour des dédicaces de bouquins. J'ai régulièrement des visiteurs, j'en avais encore hier soir. J'ai été parler aux jeunes dans un collège, ce qui m'a fait énormément plaisir, enfin ce qui m'a surtout fait plaisir, donc c'était des classes de 6e. Et à la fin de la présentation du potager que je leur ai faite, un des deux groupes auxquels je me suis adressé, c'était chaque fois deux classes mélangées dans une salle de réunion, spontanément, a applaudi. J'avoue que pour un vieux pépé du potager du paresseux comme moi, ça a été une émotion assez forte. Voilà, les activités se sont enchaînées à tel point que à cheval, là, sur fin mai, début juin, j'ai connu une période, j'allais dire, de blues. Ce n'est pas le vrai terme. J'ai ressenti le besoin de devoir m'isoler un peu pour retrouver ma vitalité, pour retrouver la créativité dans l'esprit, pour trouver ne plus être obligé de faire tous les matins au café, regarder mon agenda, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, ça m'a gavé. Et donc, à un moment donné, j'ai fait la vilaine tête, tout juste si j'ai encore répondu au téléphone. Vous êtes peut-être quelques-uns à attendre une réponse pour une visite, pour passer 1 ou 2 jours ici. J'avais promis d'envoyer à certains des oignons rocambolesques, je l'ai fait. J'ai commencé un jour, je l'ai fait. Et puis, quelque temps plus tard, n'ayant pas pris note à qui je l'avais envoyé, impossible de savoir à qui je l'ai envoyé et à qui je n'en ai pas envoyé. Enfin bref, ce genre de truc. Et ça m'a gavé, ça m'a énervé. Et donc, j'ai tout laissé tomber
provisoirement, je vous rassure. Voilà donc un tout petit peu quelques mots d'explication. Sinon, question santé, en dehors de ce moment, ce coup de pompe passager, tout semble aller bien. J'ai fait un test d'effort, je ne sais plus quand, en avril. Oui, ça devait être en avril, je pense, qui était donc tout à fait correct. Donc on va dire ça roule. Au niveau du potager, je suis très très en retard parce que trop souvent absent, parce que mon épouse a aussi d'autres trucs à faire en dehors de son travail à plein temps. Et donc les choses traînent. Soyons sérieux. Vous pouvez profiter pendant que je radote pour voir un peu la configuration de ce que j'appelle cette partie, cette zone tampon, ici, donc entre la maison et puis une petite terrasse herbacée, tondue, où il y a la table, je pense que vous la voyez à la table extérieure, vous la voyez à l'image, et le potager qui est ici plus bas, avec ces zones, pour l'essentiel, non tondues. Donc sont tondues les circulations. J'ai réduit cette année encore les zones que je tombe pour toujours plus de biodiversité. Et alors les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui parce qu'il pleuvait, donc il n'y a pas beaucoup d'insectes de sortie. Vous êtes obligé un peu de me croire sur parole, mais je voudrais quand même un tout petit peu mieux que je ne l'ai fait dans le passé, vous aider à décrypter ce système. Mais pour ça, je vais peut-être sortir de mon transat et me bouger un peu le cul et ce sera peut-être un peu plus dynamique. À tout de suite. Alors ici, ce sont les parties les plus anciennes où depuis des années, je ne tombe plus. Très exactement, soyons précis, je fais une tonde très tardive, généralement début septembre, puisque sinon cet espace deviendrait une friche. Aux graminées, donc les herbes, et puis toutes les fleurs qui s'y trouvent, se rajouteraient progressivement des ligneux, c'est-à-dire des plantes qui utilisent le bois, les ronces tout d'abord, et puis ensuite sans doute des saules, peut-être des frênes ou du bouleau. Et dans 20 ans, j'aurai ici une sorte de friche. Ce que je ne souhaite pas, donc une fauche tardive par an. Cette fauche tardive, je la fais au rotophile avec un disque métallique comme ça qui a 3 branches. Et donc, à ce moment-là, toutes ces tiges, et notamment toutes les graines qui se sont formées sur ces fleurs, vont vibrer, et si elles ne sont pas déjà tombées par terre, vont tomber par terre. Et c'est comme ça qu'on va progressivement passer d'un système où l'herbe domine. Dès que vous tondez, l'herbe va dominer, c'est naturel. L'herbe est la réaction d'un système au brouteur et par extension à l'homme qui se prend pour un brouteur quand il tond. Plus vous tondez, plus l'herbe qui a une faculté de s'étaler par ce qui s'appelle des thalles, par des tiges latérales, va prendre le dessus, et moins les plantes qui forment des fleurs au bout de longues tiges n'ont le temps d'installer leurs fleurs. Elles sont décapitées avant. Et donc, plus vous tondez, plus vous allez vers de l'herbe, moins vous tondez et plus vous aurez de fleurs, plus vous tondez tard une seule fois et plus vous réensemencez année après année les fleurs naturelles. Donc tout ce que vous voyez là est une évolution tout à fait naturelle. Alors c'était spectaculaire il y a un mois à peu près. On aurait vu des pâquerettes, on aurait vu, enfin plus exactement le chrysanthème sauvage,
on aurait vu des tas de fleurs. Là, il reste un petit peu des bleuets qui sont un peu plus tard. Il reste encore l'une ou l'autre cnossie, de la verge d'or, etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend les mêmes images là-bas, et on va y aller, vous verrez que les premières années, cela ne ressemble pas du tout à ça. Donc il faut être patient pour installer les plantes naturelles de votre région, correspondant à votre sol, correspondant à votre climat, correspondant aussi aux insectes butineurs qui sont présents dans votre environnement et qui trouveront là de quoi butiner, puisque vous laissez venir les plantes naturelles de votre région. Et puis voilà donc ici des zones laissées donc monter en graines pour la première fois avec très très peu de fleurs. Alors je piquerai quelques graines de l'autre côté que je balancerai pour accélérer le processus. Mais sachez donc que ce que je viens de vous montrer est une prairie naturelle, une prairie fleurie qui s'est générée au fil du temps par ce processus de fauche tardive qui laisse toutes ses chances aux plantes à fleurs qui ne sont plus autant dominées par les graminées, donc les herbes. Graminées qui sont moins spectaculaires, mais enfin un coucher de soleil à travers des épis de graminées qui ondulent peut être tout à fait charmant, on va dire. Voilà, alors ces espaces préservés contribuent évidemment énormément à la biodiversité parce que, en fait, une observation fine vous montrera que la plupart des butineurs, notamment des tout petits butineurs qui peuvent avoir un rôle écologique important, se trouvent ici. Ils ne se trouvent pas dans la partie ornementale du jardin, ce qui frappe l'homme. Et on va jeter un coup d'œil sur ça et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors voilà ici donc le domaine de l'homme, même si là aussi il y a un certain nombre de mauvaises herbes, donc de temps en temps j'aime bien en laisser. Par exemple ça c'est une mauvaise herbe, ça c'est une mauvaise herbe, là il y a du plantain que je n'ai pas planté au milieu donc de ces rosiers anciens, ou là-bas le rosier de Damas dont on est censé récolter les pétales, et puis plein d'autres fleurs. Alors dans ce système-là, observez attentivement, même si ça sent très bien, même si ça tape à l'œil comme ce n'est pas possible, vous verrez très souvent qu'un certain nombre de butineurs passent par là, mais ne s'y attardent pas. Vous verrez des abeilles, peut-être des bourdons. Alors, il y a quelques exceptions. Là-bas, j'ai une sauge qui, elle, est très visitée. Mais disons, les pivoines avec leurs magnifiques fleurs, la plupart des rosiers, y compris rosiers anciens, et puis quelques autres ornementales, n'attirent pas les plantes tout simplement parce que l'homme a sélectionné ces plantes et au lieu de produire des nectars ou du pollen qui est intéressant pour les butineurs et qui les attire, ils produisent des pétales et éventuellement des essences aromatiques que l'homme sent, mais que les butineurs ne sentent pas nécessairement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça c'est d'une pauvreté en termes de butineurs affligeante. Il n'y a pas grand-chose, même si ici l'orpin par exemple va en attirer quelques-uns, donc ce n'est pas zéro. Et là-bas, ce n'est pas 100. Mais disons, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a davantage de biodiversité dans la prairie naturelle qui respecte, on va dire, les codes du vivant, tels qu'ils se présentent ici dans ma région
en fonction de mon climat, les butineurs qui se trouvent dans la région sont ceux qui sont adaptés à ces plantes-là, parce qu'il y a 30 millions d'années, il n'y avait pas un fada qui s'appelait Didier, qui a sélectionné et installé ces roses ou ces pivoines, ou que sais-je, ici dans ce secteur. Donc voilà, c'était mon appel répété pour inciter les gens à être plus respectueux de la biodiversité et plus respectueux de la biodiversité à l'approche de leur potager, parce que dans ces parties de prairies que je laisse, s'installent un certain nombre d'animaux qui sont des... Ah, un frelon qui passe là. Et vous voyez, alors je pourrais vous le décrire, il fait le tour, il va sur une fleur et ça y est, il est parti. Il n'a rien trouvé qui l'intéressait. Donc j'en étais à dire que un certain nombre d'animaux dont c'est l'habitat naturel trouvent ici un refuge avant d'aller éventuellement faire le ménage dans mon potager. J'ai malencontreusement, je vais être franc avec vous, en tondant ces passages l'autre jour, coupé un orvé, malheureusement. Hein. Mais vous imaginez que si je tondais tout, j'en couperais bien davantage, ou très exactement, ça fait longtemps qu'il n'y en aurait plus, puisque mon habitat serait stérile du point de vue des orvées. Dans ces herbes hautes, à tous les coups, vivent des carabes, des insectes donc, hein, des gros insectes qui sont des carnivores, dont je ne doute pas que certains, ne trouvant plus de limaces ici durant la nuit, vont aller dans mon potager. Sur ces fleurs, je ne cesse d'observer, c'est très très difficile à filmer, des cirfes. La cirfe est une mouche, petite mouche, qui se déguise en guêpe, et vous la voyez très facilement parce qu'elle fait souvent des vols stationnaires, des marches arrière. Elle arrive à voler en marche arrière, donc vous la verrez comme ça, s'approcher d'une fleur. Et les cirfes sont des antipucerons tout à fait efficaces, et je ne cesse par beau temps d'en voir dans ma prairie. Pas un cirfe, des cirfes, et régulièrement des cirfes, et différentes sortes de cirfes, parce que les uns préfèrent telle fleur, les autres préfèrent une fleur ou une inflorescence avec des fleurs un peu plus petites, etc., etc. Donc, voilà mon cri du cœur: respectez la nature, tondez le minimum, les circulations, le fil à étendre le linge là-bas, en haut le petit coin où j'ai la table extérieure, et puis ailleurs, laissez vivre, ce sera utile pour la biodiversité et ce sera utile pour votre potager. Bon, le lendemain matin, j'ai l'impression que le soleil va enfin se décider à sortir, et puis donc la canicule est annoncée. Je vais en profiter pour terminer cette vidéo. Le bon côté des choses est que les cuves à eau sont pleines, donc les réserves se sont refaites durant cet épisode, et donc je vais terminer la présentation donc, de cette zone tampon entre la maison et le potager qui est derrière moi. Les parties prairies naturelles qu'on a évoquées sont ici. Hein. Ces différents emplacements non tondus se rajoutent à cela ces zones, on va dire, ornementales, bien qu'il y ait là-dedans quelques adventices que je laisse pousser. Par exemple, cette plante tout à fait spectaculaire ici est tout simplement un bouillon blanc venu tout à fait spontanément ici. Alors, les rosiers, pour certains, c'est fini. Hein, donc là, la floraison est terminée. Rosier de Damas, là aussi, fin de la floraison. Les derniers pétales sont en train de tomber.
L'autre là-bas, qui est un rosier ornemental ancien, est encore en bon état. Se trouve ici aussi un certain nombre de plantes utiles. Donc ce mélange, ce que j'appelle des plantes martyrs, les rosiers en font partie. Les rosiers sont mon élevage de pucerons. Certains pucerons vont se fixer là-dessus et à partir de là, nourrir des auxiliaires qui s'occupent des pucerons, la légendaire coccinelle, mais aussi les cirfes que j'ai évoqués. D'ailleurs, j'ai dit la cirfe, c'est le cirfe. En visionnant le rush, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de français, et puis d'autres auxiliaires. Se trouve là-dedans, donc parmi des plantes martyrs, mais ici sur votre gauche, du chèvrefeuille naturel sauvage, on va dire, qui sent très très bon en ce moment là avec l'épisode de pluie. Sur le poteau de l'étendage de linge, un autre chèvrefeuille qui est un chèvrefeuille horticole, donc acheté dans une jardinerie, qui lui a terriblement souffert des attaques de pucerons à tel point qu'il est presque moribond, mais ne vous inquiétez pas, il va se refaire, il y a déjà des petites pousses qui reviennent. Donc lui, il a été un élevage de pucerons particulièrement efficace durant cette période. Quelque part par ici, donc, dans cette jungle-là, j'avais coupé un orvet, ce qui montre que là, il y a tout plein de biodiversité. Et vous voyez que cette haie du côté nord est en continuité avec la haie qui est côté nord de mon potager. Et il y a ici ce qu'on peut appeler un corridor pour les organismes, dont des organismes utiles, serpents, orvets, hérissons, qui circulent en toute continuité avec la forêt qui est là-bas et le potager. Donc ça, c'est une situation tout à fait idéale. Se trouve aussi dans ces parties ornementales donc des plantes utiles. Il y a un ou deux pieds de tomates. Il y a la roquette qui a décidé de pousser ici, alors spontanément, des graines que j'ai dû laisser tomber à un moment donné en me baladant avec un bouquet de roquettes, finalement qui sont très pratiques puisque c'est à mi-chemin du potager. Donc quand j'ai besoin d'un peu de roquettes pour égayer une salade, j'économise la moitié du chemin. D'autres plantes martyrs, les hostas ravagés par les limaces, et donc élevage de limaces, nourriture d'auxiliaires qui se trouvent par là, tels que les orvets, qui peuvent venir ici la nuit se nourrir de ces limaces non empoisonnées que je leur élève. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pivoine, plante magnifique, ici, comment dire, mais très peu intéressante pour les butineurs. Vous serez surpris, c'est une fleur spectaculaire, mais de peu d'intérêt écologique. J'ai rarement vu des butineurs là-dessus. Donc voilà, ça c'est strictement pour la beauté, pas beaucoup d'utilité pour moi. Des sauts de Salomon aussi sont ravagés par les limaces, donc ça c'est aussi une bonne plante martyre pour favoriser l'élevage de limaces. Quelques adventices que j'essaye de contrôler. Ici, celle-ci dont je ne me souviens plus le nombre, très productive en graines, et de temps en temps, je fais attention de contrôler la potentille. La potentille est une emmerdeuse caractérisée, qui est un peu comme les fraisiers stolons, et petit à petit envahit tous les
cet espace, pardon. Donc de temps en temps, voilà, je me baisse. Alors j'ai oublié de le dire, je ferai un gros plan là-dessus. Cette partie ornementale, toujours dans un esprit de paresse, est cultivée sous copeaux. Donc une couverture du sol particulièrement pauvre, hein, c'est un des matériaux les plus pauvres mais les plus durables. Et c'est peut-être un dernier point sur lequel je vais insister, c'est que lorsqu'il s'agit de fleurs, ce n'est pas tant la biomasse qu'on essaye d'avoir. Une plante va essayer de façon tout à fait naturelle, lorsqu'elle se sent privée, stressée, alors c'est tantôt le manque d'eau, c'est tantôt le froid, c'est tantôt le manque de nourriture. La réaction des plantes est toujours à peu près la même, c'est d'essayer très vite d'assurer la descendance de l'espèce. Le vivant ne connaît pas l'individu. L'individu n'est qu'un passage obligé. C'est l'espèce que le vivant essaye de conserver. Et par conséquent, lorsqu'on a des plantes dont on veut consommer la biomasse, les céleris, les salades, cette montée en floraison est gênante. Par contre, lorsqu'on a des plantes décoratives dont on cherche la floraison, au contraire, le fait de les affamer va plutôt dans notre sens. Donc à la fois par paresse, parce que cette couverture va durer 7, 8, 10 ans peut-être, et aussi parce que ça convient bien à un système floral dans lequel je ne cherche pas la production maximale, mais je cherche la floraison maximale. Donc dans cet espace-là, j'utilise un matériau de couverture extrêmement pauvre, les écorces. Contrairement au potager, donc, où j'essaye d'avoir le maximum de biomasse pour moi, donc des céleris, des poireaux, des choux, des salades, etc. Et là, je vais donc essayer de retarder la floraison et favoriser la croissance végétative avec une couverture du sol très nutritive. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous voyez un peu l'intérêt de cette zone tampon dans laquelle on va essayer de combiner donc une certaine forme de beauté. Alors certains vont trouver ça un bordel absolument innommable, d'une mocheté absolue, ces adventices-là en plein milieu de plantes cultivées. Bon, ben voilà, il faut changer son regard. Moi, personnellement, je trouve ça beau. Et quand je vois des butineurs et quand j'entends autour de moi des butineurs, et à partir de ces butineurs, de ces insectes, évidemment les oiseaux, ça, je crains que ça ne passe pas dans le micro, mais ça chante partout là autour de moi. C'est tout un ensemble qu'on peut installer et on peut aller un tout petit peu plus loin que penser seulement à son ventre. On n'est quand même pas sur Terre que pour penser à son ventre, mes céleris, mes tomates, mes poireaux, je veux la plus grosse, je veux la première, je veux être le plus beau, c'est moi le meilleur jardinier du monde et pour ça je suis prêt à massacrer la terre entière. Ce n'est pas ma vision. Moi je suis très heureux dans mon transat, dans ce joyeux bordel, ici aussi, donc dans cette zone tampon. Allez, sur cette réflexion, et tout en écoutant le chant des oiseaux partout autour de moi. Dommage, il faudrait que j'ai un micro spécial là pour capter le chant des oiseaux, pour vous restituer cela. Mais ce matin, ils sont contents, les oiseaux. Ils sont très très contents. Je pense que cette humidité là leur fait du bien. Donc oui, j'étais en train de vous dire, allez, ciao, et à une prochaine.